Merci à tous. Il est temps maintenant de conclure cette journée avec un petit peu de décalage sur l'horaire prévu, avec tout d'abord l'œil rétrospectif de notre grand témoin, Jacques Salzer, maître de conférences émérite, pionnier de la médiation en France. Et nous recevrons ensuite un représentant de la ministre de la Justice, car elle n'a pas pu, elle a dû annuler sa participation dernièrement. Et donc c'est Jean-François de Montgolfier, le directeur des affaires civiles et du Sceau, qui viendra à la tribune conclure cette journée. Je suis une très grande table ronde, composée de 7 tables rondes et de 32 participants. J'ai de la matière pour les citer tous, mais je suis préoccupé par votre retour. 3 idées. Ces assises, tout au long de cette journée, auraient pu s'appeler la question du juste en médiation administrative. Dans ce qui a été dit et entendu, on est partagé dans ce mot « juste ». Le juste du droit, la justice, le système judiciaire, le ministère de la justice, et le juste de la justesse. Ce que j'ai appelé la justesse, c'est-à-dire la justesse des personnes qui vont en médiation, de leur perception subjective du juste et de l'équitable. Et vous avez ce mot actuellement, ce mot juste. Si vous êtes au courant d'un problème qui concernerait les retraites à la télévision, vous avez des gens qui arrivent et disent « c'est juste, mais c'est injuste ». On est partagé, première idée, les fonctionnaires de l'administration et les responsables entre juste du droit et juste de la justesse singulière des personnes. J'ai entendu plusieurs intervenants dire que finalement, ils avaient peut-être plus de problèmes avec l'administration, avec ceux qui sont attachés à la règle et à la droit et au droit. Parce que il faut aussi accepter de comprendre ce dilemme, cette difficulté, cette résistance identitaire, ce conflit intérieur. Que faire? Je suis missionné pour appliquer la règle, et voilà que l'État encourage le juste du droit, mais aussi la justesse des singularités. Alors, certains d'entre nous ici se disent c'est quand même pas inintéressant d'ajouter du juste, le juste des personnes, au juste du droit. Prendre le temps, en renonçant à l'immédiat. Vous savez que immédiat s'oppose à média et à médiation, passer par le média d'aide à la décision perçue comme plus juste parce que co-construite. Finalement, parfois on oppose égalité et équité, mais on pourrait dire que l'égalité de tous devant loi et règles devient aussi l'égalité de considération singulière des cas particuliers. Alors, j'ai beaucoup de citations, mais je voudrais que vous contrôliez le temps. Je vais essayer de faire moins que le temps imparti. Beaucoup de citations parce que, finalement, le vice-président du Conseil d'État, dès ce matin, a commencé à rappeler une loi de 1986 qui autorisait les juges à la conciliation, la transaction. Deuxième sous-idée, c'est bien de dire tout ça, mais je trouve que ce qui manque, c'est la recherche et l'évaluation auprès des personnes qui ont été en médiation, ou des entreprises, ou des institutions, ou des administrateurs, sur les résultats. Il ne suffit pas, et certains l'ont fait remarquer, de citer les statistiques en donnant des chiffres. On pourrait faire un certain nombre d'études que, par exemple, le Québec fait pour voir de plus en profondeur ce qui reste comme trace. Troisième sous-idée qui a été soulignée par plusieurs intervenants, c'est la confiance. Et c'est la confiance qui construirait finalement la possibilité de la médiation. Et il a été évoqué le droit à la médiation. Autre idée,
Je ne sais plus. Je passe. Vous gagnerez du temps. Et on va passer. Ah oui, il y a des risques. On va revenir en arrière, excusez-moi. La deuxième idée, ce sont les risques qui sont perçus à travers la médiation. Un, les limites de la co-construction. Si l'on est dans l'égalité des considérations personnelles, jusqu'où s'éloigne-t-on du droit? Le risque de la dérive est aussi une peur sous-jacente. Et le sens de la mesure nécessaire, il faut trouver ce sens de la mesure, comme des philosophes l'ont recherché, elle est laissée au bon sens. Mais il y a des risques. Deux, la médiation n'est parfois pas la solution, mais l'illusion, si on ne la prolonge pas dans la gestion publique ou privée. Car la médiation interroge les égos au sens du moi, et les igos, jeu de mots que j'ai fait souvent en formation, les sources des conflits ne sont pas que dans les égos. Elles peuvent être dans les igos au sens des individus qui appartiennent à des groupes, et les groupes forment aussi de la pression, et aux organisations qui ont leurs règles, et aux systèmes juridiques, économiques, culturels, etc. Or, les clés des solutions, y compris dans un certain nombre d'exemples cités aujourd'hui, apparaissent dans les groupes, les organisations. Catherine Beghetto rappelait que la culture de la médiation n'est pas toujours présente. Mais la médiation a ses manques. Elle peut faire illusion en étant idéalisée. Les problèmes, et Monsieur le défenseur des droits et d'autres personnes avec lui ont montré, me semble-t-il, qu'il y a des problèmes qui peuvent ne pas relever de la médiation, mais d'une meilleure gestion. Et là, nous avons des risques. Je prendrai l'exemple, ça n'a pas été cité tout à fait comme ça dans l'exemple, mais les urgences dans les hôpitaux ou les problèmes de santé ne sont pas que des problèmes de médiation au sens de bricolage, quand il y a des problèmes de déficit dans les services publics, de personnel. De même, ceci a été redit, et si je reprends Daniela Gasinski, mais très amicalement, à un moment donné, elle dit, en reprenant le manque que Jacques Toubon trouvait quand on ne cite plus le nom de celui qui envoie la décision, donc on ne sait plus qui saisir, elle disait, comme il n'y a plus de nom, les gens sont quand même heureux de trouver les médiateurs. Et là, j'ai envie de dire non. Le travail est bien de remettre les noms en dessous de celui qui prend la décision et qui peut être sollicité. Je ne sais pas si j'ai été clair sur le fait de ne pas tomber dans la médiation comme un moyen, finalement, de ne pas modifier pour une meilleure gestion des services publics. En même temps, la médiation a ses apports avec les médiateurs institutionnels. Les conflits répétitifs sont des signes de dysfonctionnement des organisations et systèmes sociaux. Cela a été dit, mais j'ai envie de le redire, les médiateurs institutionnels, par leur rapport annuel, observent les conflits répétitifs et font des préconisations, justement, pour les organisations. Cela peut aller parfois jusqu'au changement de loi à l'initiative du médiateur. Il me revient un témoignage, il y a une vingtaine d'années, d'un médiateur de la République, devenu défenseur des droits, qui disait que les recours s'accumulaient sur son bureau sur des conflits, ça devait concerner un remboursement de médicaments. Il a fallu, dans les préconisations, parce que les gens trouvaient cela très injuste, dans les préconisations, arriver à proposer un changement dans la loi. Et il disait, ça a pris 1 an, puis après 2 ans, 3 ans pour que ça passe vraiment. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est l'image que je retiens. Cette pile de conflits s'est complètement rapetissée.
Donc, les médiateurs ont cet effet aussi de lanceur d'alerte de la gestion, parfois même en médiation préventive. Je me souviens de cette médiatrice de l'éducation nationale qui vous précédait et qui me disait « J'ai eu énormément de recours de la part de cette catégorie d'enseignants parce qu'il y a eu cette nouvelle loi et ça c'est impossible, et voici et ça ». Elle n'attend pas la fin de l'année. Elle va au ministère de l'Éducation nationale et elle dit « Voilà ce qui est en train de se passer, voilà tout ce qui arrive, il faut travailler tout de suite là-dessus ». Parce que parfois, la médiation est aussi une nécessité d'urgence, comme sur les chantiers, dans les travaux publics en matière d'urbanisme. Troisième idée, la médiation administrative interroge aussi la médiation administrative politique, et j'ai dit la médiation permanente. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pour conclure, c'est qu'en ces temps invraisemblables de conflits collectifs et de grèves durables actuelles comme moyen de concertation, comme si le rapport de force était le moyen de la concertation, cette journée, et j'ai une longue liste d'intervenants, j'en ai au moins 12, qui ont cité des exemples qui étaient parlants et que je remercie pour ces exemples. Eh bien, elle prouve par les exemples et la pratique qu'on peut se parler vigoureusement et émotionnellement en médiation et s'entendre, dans les trois sens du mot s'entendre. On perçoit un bruit de parole, ah, il parle, on comprend ce qui est dit, j'entends bien. Et troisièmement, on s'ajuste et on s'accorde. C'est entendu, on va le faire. Vous voyez la déclinaison de ce mot en trois étapes. Mais parfois, a-t-on vraiment envie de se mettre d'accord? La patience du médiateur administratif peut transformer ce non-désir en désir d'accord. Ce qui m'a inspiré la phrase « Désirons notre accord les uns les autres, même si nous ne nous aimons pas toujours. » Merci. Merci beaucoup, M. Salzer. Bien, écoutez, je viens d'avoir donc le représentant de la ministre au téléphone qui est retenu lui, à son tour au Sénat. Donc, grâce aux efforts des présents et aux efforts des absents, cette journée finalement se finira dans les temps. Je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'au bout. Et donc, si vous voulez faire partager cette journée à des gens que vous connaissez, vous renvoyez-les sur le site du Conseil d'État. Elle va être découpée en petits morceaux, en vidéo par séquence thématique et mise sur le site du Conseil d'État. J'ose pas vous promettre demain, mais en tout cas, je pense vendredi. Voilà. Merci à tous.